Je vous propose de commencer tranquillement puisqu'on a les questions d'actualité. Bien, mes chers collègues, nous recevons aujourd'hui Madame Laurence Boone, qui est secrétaire d'État chargée des Affaires européennes, qui va nous rendre compte du Conseil européen des 26 et 27 octobre dernier, en amont duquel nous avions débattu très précocement en plénière. Ça fait presque un mois déjà. Voilà. J'espère que nous arriverons à améliorer la situation. Madame la ministre, voilà, on va faire des propositions et je vois Franck Riester cet après-midi. Voilà. Je rappelle donc les sujets majeurs qui étaient à l'ordre du jour du Conseil européen: l'Ukraine, la révision du cadre financier pluriannuel, l'économie et les migrations. À ces sujets déjà difficiles s'est ajouté celui du Proche-Orient, 3 semaines après l'assaut du Hamas sur Israël. C'est finalement lui qui aura mobilisé le plus les chefs d'État ou de gouvernement et mis à rude épreuve leur unité. Pourriez-vous à ce propos nous confirmer que le Premier ministre espagnol, malgré sa position théoriquement neutre de président du Conseil, a plaidé pour que l'Union demande un cessez-le-feu et finalement obtenu que les 27 appellent à l'organisation d'une prochaine conférence internationale sur la paix? 2 semaines plus tard, les belligérants semblent sourds à cet appel et l'organisation demain en France d'une conférence humanitaire brouille un peu plus le message. Le Conseil européen est-il finalement en mesure, d'une part, de définir le rôle que devrait jouer l'Union européenne dans le drame qui se joue à Gaza, et d'autre part de préciser qu'il est légitime à déployer ce rôle alors que la présidente de la Commission européenne ne cesse de prendre des initiatives diplomatiques au nom de l'Union, et encore une fois, il y a 48 heures, avec tambour et trompette. C'est un petit peu impressionnant et, je le dirais aujourd'hui, un peu agaçant. D'ailleurs, sur le sujet de Gaza, Madame la ministre, j'ai vu passer ce matin un tweet du ministère des Affaires étrangères concernant l'arrachage d'affiches de la part d'un agent du ministère. Bon, je ne vous demande pas de rentrer dans les détails, mais simplement de nous en dire si effectivement une procédure a été lancée ou pas sur le sujet, parce que c'est assez inquiétant si aujourd'hui des agents du ministère commencent à s'exposer de cette façon, même si elles n'étaient plus dans le ministère. Concernant la révision du cadre financier pluriannuel, les 27 n'ont pas pu se mettre d'accord. Nombre d'entre eux sont réticents à l'égard de la rallonge budgétaire que la Commission réclame pour elle-même. Et 2 États, la Hongrie et la Slovaquie, refusent d'accorder à l'Ukraine une nouvelle enveloppe de 50 milliards d'euros. Comment sortir de cette impasse budgétaire d'ici le prochain Conseil européen? Dernière échéance envisageable puisque l'aide à l'Ukraine expire à la fin de l'année. De même, sur la révision des règles de gouvernance économique, les divergences persistantes rendent peu probable un accord avant la fin de l'année, ce qui signifierait un retour dès le 1er janvier prochain aux règles du pacte suspendues depuis la pandémie. Sur le sujet migratoire, le Conseil européen n'a pas non plus permis de percer une décisive. L'Union parviendra-t-elle, selon vous, à conclure le nouveau pacte asile-immigration avant l'interruption des trilogues dès février prochain? J'aimerais enfin vous poser 2 questions sur l'actualité des 2 semaines écoulées depuis la réunion du Conseil européen. D'abord, vous entendre sur l'initiative qu'a prise la France d'assigner la Commission européenne devant la Cour de justice pour avoir recruté des fonctionnaires sur des épreuves exclusivement en langue anglaise. Notre Commission, qui a déjà réclamé haut et fort un meilleur respect du multilinguisme par la Commission européenne, se félicite de cette démarche qui vise à faire sanctionner une telle discrimination qui favorise les anglophones en violation des traités. Est-ce à dire que le gouvernement estime désormais que la pression politique ne suffit plus et que la seule voie contentieuse peut permettre d'enrayer le recul de l'usage du français dans les institutions européennes? Enfin, un mot du paquet élargissement qu'a publié ce matin la Commission et sur lequel se fondera le Conseil européen de mi-décembre pour répondre aux attentes des Balkans occidentaux, de l'Ukraine, de la Moldavie et de la Géorgie. Notre ami André Reichardt revient d'ailleurs de Moldavie. Quelle appréciation portez-vous sur ce rapport de la Commission et notamment sur ses préconisations concernant la Géorgie et la Bosnie-Herzégovine? Par ailleurs, pouvez-vous nous rendre compte des échanges que vous avez eus jeudi dernier avec vos homologues conviés à Berlin pour discuter de la réforme interne de l'Union qui s'impose en parallèle du processus d'élargissement? Madame la ministre, c'est à vous. Et ensuite, nous donnerons la parole à nos collègues pour des questions courtes, avec réponses courtes, puisque nous avons une petite heure et demie, mais nous avons le temps.
Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénatrices et les sénateurs, pardon, j'aurais dû couper la phrase en deux. Comme vous savez, c'est d'abord un grand plaisir de retrouver votre commission et c'est aussi un honneur d'être ici pour, comme de coutume, après chaque Conseil européen, vous en narrer les principaux sujets. Évidemment, nous sommes déjà vus pour quelques-uns depuis un an, mais je voulais aussi saluer les nouveaux membres de cette commission que je rencontre avec plaisir et vous dire à toutes et à tous, évidemment, ma disponibilité et celle de l'équipe. Lors du déjeuner, vous l'avez évoqué tout à l'heure avec les membres du Bureau, Monsieur le Président, vous aviez eu la gentillesse non seulement de me convier à ce déjeuner, mais vous aviez également insisté, et vous venez de le rappeler, sur le fait qu'il fallait essayer autant que possible d'avoir des auditions plus rapprochées de la date du Conseil. Et donc, je crois que nous pouvons nous réjouir que pour le Conseil des 14 et 15 décembre, nous ayons convenu d'une audition le 13 décembre, qui est pile après le Conseil Affaires Générales et juste avant le Conseil européen. Voilà, vous avez évoqué les questions qui étaient à l'ordre du jour du dernier Conseil, qui a évidemment été marqué par les deux crises majeures auxquelles nous devons faire face, mais comme vous l'avez dit, une grande partie du premier après-midi a été dédiée au conflit au Proche-Orient. Et puis, bien sûr, il y a eu la guerre en Ukraine. D'autres dossiers internationaux ont concerné le Conseil européen, la Serbie et le Kosovo. Et nous aurons l'occasion d'y revenir pour l'élargissement. La guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et le Sahel. Il y a eu des échanges sur les migrations. Le Conseil s'est quand même mis d'accord sur le pacte asile et migration, ce qui est positif. Il est effectivement entre les mains du Parlement européen. Les questions économiques sous un angle compétitivité, donc la réponse à l'Inflation Reduction Act, la politique industrielle et l'énergie. Il y a une évaluation de la Commission de l'Inflation Reduction Act et de la réponse dont nous pourrons parler tout à l'heure. Et puis une discussion également sur la politique budgétaire, donc à la fois le cadre financier pluriannuel et la révision des règles de gouvernance économique. Et à cet égard, puisque vous le mentionnez, comme vous savez, cette semaine ont lieu un Eurogroupe et un ECOFIN, desquels nous espérons que les choses vont avancer. Les chefs d'État ou de gouvernement ayant engagé leurs ministres à conclure avant la fin de l'année pour ne pas retomber dans les règles anciennes qui ne font plus beaucoup de sens. Alors, un peu plus en détail sur la situation au Proche-Orient, et vous l'avez évoqué, la priorité était bien évidemment d'afficher une convergence européenne sur ce dossier, et je crois que nous pouvons nous féliciter d'y être parvenus, puisque le Conseil a condamné sans équivoque les attaques terroristes du Hamas contre Israël, exigé la libération des otages, demandé le respect par tous du droit international humanitaire dans lequel Israël a le droit de se défendre, appeler à des pauses humanitaires et à l'ouverture urgente d'un accès humanitaire complet, sûr et sans entrave pour les civils de Gaza. Nous allons maintenir notre aide et notre lien avec l'autorité palestinienne et continuons d'œuvrer pour restaurer un horizon politique et préserver la solution à deux États. Et vous l'avez mentionné, demain, le président de la République, à l'initiative du président de la République et dans le cadre du Forum pour la paix, la France accueille une conférence internationale humanitaire qui est l'occasion de se concentrer sur l'aide humanitaire pour les civils de Gaza. En ce qui concerne l'Ukraine, et encore plus, j'allais dire, dans le contexte que l'on connaît, puisque l'Ukraine a évidemment peur que les événements au Proche-Orient occultent ce qui se passe à l'est de notre continent. Le Conseil a rappelé que nous soutiendrions l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire en démentant l'effet de fatigue sur lequel la Russie mise. Et donc le Conseil a renouvelé son appel à renforcer l'aide dans toutes les dimensions économiques, politiques, militaires, humanitaires et en matière de sécurité alimentaire. D'ailleurs, le ministre Fesneau se rendra dans une semaine au sommet qui concerne le grain en Ukraine.
En lien avec le G7, la Commission et les États membres sont en train de préparer un 12e paquet de sanctions qui sera discuté au Conseil des Affaires étrangères lundi prochain. Il vise à lutter évidemment beaucoup plus efficacement contre le contournement des sanctions, en particulier pour les biens à haut risque, à réduire les recettes que la Russie tire des exportations de diamants notamment. Et puis, et c'est une des questions que nous avons plusieurs fois évoquées ici, le Conseil a avancé et veut continuer d'avancer sur l'utilisation des profits tirés des avoirs gelés et immobilisés russes pour les mettre à la disposition de l'Ukraine et dans un cadre juridique sûr. Ensuite, sur les autres sujets, il y a évidemment la situation en Arménie, en Serbie, au Kosovo et au Sahel. Sur l'Arménie, le Conseil continue de soutenir les efforts visant à promouvoir la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et explore les pistes d'un renforcement des relations entre l'Union et l'Arménie. Nous plaidons toujours pour la reconnaissance des fondamentaux du droit international, donc reconnaissance de la souveraineté, inviolabilité des frontières et de l'intégrité territoriale, et garantir les droits et la sécurité des Arméniens du Haut-Karabakh. Pour être franche avec vous, la France est vraiment le pays leader sur ce sujet, et en essayant et en arrivant, je crois, à secouer un petit peu tout le monde. Et notamment en travaillant, s'il le faut, à des sanctions contre, en tous les cas, nous faisons un appel pour y travailler contre l'Azerbaïdjan. Je rappelle aussi ici que la France n'importe pas de gaz d'Azerbaïdjan. S'agissant de la Serbie et du Kosovo, il y a effectivement, le Conseil se heurte, il y avait une réunion préalable au Conseil européen, comme vous le savez, à l'absence d'efforts par les deux parties pour réduire les tensions. Ça va évidemment avoir des conséquences, et notamment dans le cadre de l'élargissement, puisque le Conseil européen a rappelé que la normalisation des relations est la priorité. Et pour mémoire, ça passe par la création d'associations des municipalités à majorité serbe au Kosovo, la reconnaissance de facto par la Serbie du Kosovo et l'organisation de nouvelles élections dans le nord du Kosovo avec la participation des Serbes et leur retour dans les institutions kosovares. Et puis il y a eu un moment sur le Sahel où le Conseil européen est revenu sur la nécessité de revoir l'approche que nous avons en Afrique de l'Ouest et notamment dans cette région. Le haut représentant devrait proposer des axes d'action concrets en accord avec la Commission. Par exemple, le renforcement de la coopération avec les États partenaires dans la lutte contre le terrorisme. Ce sont la Mauritanie, le Tchad, les États du Golfe de Guinée et bien évidemment la lutte contre l'influence russe dans la région. Voilà pour la situation internationale. Les échanges ont également porté sur la question des migrations, avec toujours les mêmes principes, des partenariats stratégiques globaux mutuellement bénéfiques, un dialogue équilibré et exigeant à l'égard des pays partenaires, des contreparties claires, des objectifs précis, mesurables. Et dans ce cadre, le Conseil européen a appelé à rapidement mettre en œuvre le partenariat qui est conclu avec la Tunisie et à commencer à élargir cette méthode à d'autres pays tiers d'origine et de transit. Ainsi, la Commission travaille à l'élaboration d'un partenariat global avec l'Égypte qui est d'autant plus nécessaire dans le contexte actuel. Je crois, plus largement, on peut dire qu'il y a un vrai consensus sur la nécessité de lutter contre les entrées irrégulières et de renforcer la politique des retours et de le faire ensemble. Et ces objectifs vont nécessiter que nous révisions en parallèle notre cadre législatif en matière d'asile et de gestion des migrations, d'où l'importance des trilogues que vous soulignez, Monsieur le Président, et dont l'objectif est évidemment d'arriver à une conclusion d'ici à la fin de la mandature. Et je voudrais le rappeler, ce pacte concerne la sécurité des frontières extérieures, c'est ce dont s'occupe l'Union européenne qui ne s'occupe que de ça, et des visas de touristes de moins de 90 jours. Tout le reste relève de la politique nationale, ce que vous savez au premier chef, vu les discussions que vous avez eues hier dans cet hémicycle. Sur les sujets économiques et industriels. Donc,
Le Conseil a repassé en revue un bon nombre de sujets économiques et notamment d'abord énergie. Et nous pouvons, je crois, nous féliciter de l'accord du Conseil énergie qui va sur la réforme du marché européen de l'électricité, puisqu'il va assurer à la fois la transition, les investissements pour la transition, des prix prévisibles, stables et compétitifs. Et c'était bien l'objectif et c'est le premier pilier de notre compétitivité. Ensuite, le Conseil a rappelé la nécessité de progresser vers l'adoption des textes sur l'industrie zéro émission et sur les matières premières critiques. Et évidemment, dans un contexte géopolitique qui est tendu, il est absolument crucial que nous arrivions à conclure aussi ce texte avant la fin de l'année. Je vous parlais de la réponse européenne à l'IRA et de la réduction des charges qui pèsent sur notre entreprise. Je dois dire que le Conseil a aussi évoquer ces sujets et notamment l'évaluation de la Commission que nous avons trouvée un peu en dessous de nos attentes pour être diplomate. Voilà, mais donc nous allons faire pression pour avoir quelque chose de mieux puisque notre intérêt est évidemment soutenir de matière durable la compétitivité de nos économies. Enfin, et puisque c'est la semaine où sont discutés les sujets budgétaires, sur le cadre financier pluriannuel, il y a eu un consensus très clair au Conseil sur la poursuite du soutien à l'Ukraine. Pour les autres priorités, nous cherchons en priorité des redéploiements. Nous avons trouvé que l'enveloppe totale que demandait la Commission était trop élevée. Il y avait un consensus là-dessus et donc il devait la revoir à la baisse. Et je tiens à le dire ici, notamment en ce qui concerne les frais administratifs, y compris ce que l'on appellera pudiquement la masse salariale du Conseil, de la Commission européenne. Je crois que votre commission a auditionné 2 représentants de la direction du budget et vous avez dû sûrement évoquer ces enjeux et probablement, j'espère ne pas trop m'avancer sur la convergence de nos vues sur ce sujet. Pour la révision des règles de gouvernance économique, comme vous savez, la France est vraiment très engagée, et notamment dans la discussion avec l'Allemagne vers la recherche d'un compromis. Et le Conseil européen, lui, a rappelé qu'il fallait absolument avoir conclu le travail législatif en la matière en 2023. Il n'est pas possible que nous retombions dans des règles qui datent d'avant le Covid, d'avant la guerre en Ukraine, d'avant la transition énergétique accélérée. Et enfin, il y a eu un petit point sur la préparation, sur les préparatifs de la COP 28. Où l'Union européenne a confirmé qu'il sera le premier continent à atteindre la neutralité climatique d'ici 2050. Les objectifs que nous avons de réduction des émissions d'ici 2030. Et je crois qu'on peut dire qu'on est un des acteurs les plus ambitieux de toute la COP. Et comme je ne veux pas être trop longue, je suis sûre que nous aurons l'occasion de revenir en détail sur beaucoup de ces points. Et je vous remercie. Un petit mot, Madame la Ministre, aussi sur la question du tweet du ministère. Oui, absolument, vous avez raison. Ce sujet. 2 choses que j'aurais dû... sur lesquelles j'aurais dû vous répondre. Sur cette question d'affichage, le ministère de l'Europe et des Affaires européennes a lancé dès hier après-midi une procédure d'enquête sur l'agent avec les possibles responsabilités que vous imaginez par la suite. Donc il y a un communiqué de presse qui est sorti vers 5 heures, je crois, hier après-midi, très ferme. Et vous m'avez interrogé aussi sur les concours et la langue française. Alors nous avions déjà prévenu et parlé avec plusieurs commissaires au printemps de l'année dernière et fait une lettre pour demander à ce que le français soit rétabli comme c'est dans le cadre des traités pour les concours. Et devant l'absence de résultats, puisque c'était l'objectif de votre question, et nous avons effectivement poursuivi la procédure. Une première audience va se dérouler au tribunal le 23 novembre prochain, dans le cadre d'un recours en annulation de la France à l'égard d'un vide concours EPSO qui visait à recruter des administrateurs dans les domaines de l'industrie, de la défense et de l'espace. Ce n'est pas comme si nous n'avions pas d'experts et de professionnels en ce domaine. Et comme je vous le disais, effectivement, ce recours à annulation, il répond à l'ambition de la France, qui est de promouvoir le multilinguisme et le plurilinguisme au sein des institutions
européenne, il n'est pas possible que nous laissions s'installer avec le recrutement des fonctionnaires de manière irréversible. Et je crois qu'il serait dommageable pour l'appartenance et le sentiment d'appartenance à l'Union européenne, un fonctionnement totalement décorrélé des réalités linguistiques de l'Union européenne. Merci pour cette fermeté sur la langue française. Nous ici, nous adoptons la même fermeté en tout cas, mais je suis très surpris, Madame la Ministre, qu'on doive en arriver. C'était un peu l'objet de ma question, c'était de dire finalement la voie diplomatique est à l'interne même de la Commission ou du Conseil, ou même, je dirais, du Parlement aussi. On n'est pas capable de faire imposer ce qui est dit dans les traités, quoi. C'est quand même incroyable d'en arriver à la question juridique traitée par les tribunaux. Je trouve que c'est dommage. En même temps, maintenant que passons devant les tribunaux, la pression diplomatique redeviendra d'autant plus crédible, puisqu'il ne s'agit pas que de mots. Nous sommes en train de montrer que nous pouvons agir s'il le faut. Et je crois qu'il fallait faire cet effort pour que ça ne se reproduise plus ensuite. Oui. J'en déduis aussi peut-être qu'à un moment, nos fonctionnaires français au sein même de la Commission sont plus français, ou ils deviennent complètement européanisés et de là anglicisés. Je crois que si vous posiez la question aux différents fonctionnaires de l'institution européenne, ils peuvent toujours reconnaître les Français. Merci. Nous passons, chers collègues, aux questions. Alors, j'avais, avant même de commencer la commission, une demande de prise de parole de Jacques Fernic. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, ma question porte sur la capacité ou non de l'Union européenne à être à la hauteur face à la guerre effroyable qu'ont provoqué les crimes terroristes d'ampleur abominable du Hamas. L'Union européenne, on le constate, et avec elle les pays occidentaux globalement, sont de plus en plus incompris, voire déconsidérés dans une partie de ce qu'on peut appeler le Sud global. Partout, on a le reproche d'un deux poids, deux mesures entre notre condamnation nette de la violation du droit international par la Russie et notre attitude telle qu'elle est perçue à l'égard des violations de ce même droit dont sont victimes des milliers de civils et des milliers d'enfants à Gaza. Alors certes, le haut représentant de l'Union a très tôt tenu une position équilibrée, rappelant l'obligation pour Israël de respecter le droit humanitaire, mais quelle visibilité, quelle portée a eu cette ligne par rapport au signal désastreux donné par le commissaire Varhelyi dans un premier temps, ou l'attitude d'Ursula von der Leyen lors de son déplacement à Israël, donnant manifestement comme une carte blanche à Netanyahou. Je crois qu'il y a des soutiens inconditionnels qui soutiennent Israël comme la corde soutient le pendu, et ses vrais amis ne peuvent pas l'encourager à reproduire les erreurs dramatiques des USA qui avaient suivi le 11 septembre. Au Conseil européen, la difficulté quand même manifeste à trouver des termes communs, une convergence, avez-vous dit, ça n'a pas vraiment contribué encore à redresser la ligne. Madame la Ministre, l'Europe peut agir pour le droit humanitaire et au-delà, c'est le plus important, pour contribuer à dégager un horizon politique pour les droits des Palestiniens et la paix et la sécurité, autant pour eux que pour les Israéliens. Comment consolider les capacités de l'Union à jouer pleinement en ce sens et à être comprise comme telle au-delà du périmètre occidental? Merci Jacques. Audrey Linkenheld, puis se prépare Brigitte Deveza. Et on fera par trois. Merci, Monsieur le Président. Audrey Linkenheld, donc sénatrice du Nord et nouvelle membre de cette commission. Donc merci pour vos mots d'accueil tout à l'heure et plaisir partagé de pouvoir échanger régulièrement avec vous. Ma question est un peu dans le prolongement de la précédente. D'abord pour dire que moi non plus, je ne suis pas aussi optimiste que vous sur la position de l'Union européenne dans le conflit du Proche-Orient. Une position convergente, ça n'est pas une position commune. Ça s'est vu, y compris aux Nations Unies, quand il s'est agi de voter la résolution du 27 octobre. Et je ne peux pas m'empêcher de citer Josep Borrell, notre haut représentant européen pour la politique étrangère, qui lui-même reconnaissait que pour avoir une politique étrangère commune, il faut avoir une vision du monde commune. Or, il le dit lui-même, nous ne l'avons pas. Le Moyen-Orient est l'exemple de nos divisions. L'un des enjeux que nous portons, je crois, collectivement ici en France, c'est à la fois de tenir nos positions
dans ce conflit au Proche-Orient, mais aussi d'éviter qu'il ne s'importe en France et en Europe. On a malheureusement eu à connaître à Arras, dans ma région Hauts-de-France, le drame épouvantable que vous connaissez avec l'assassinat de Noémie Bernard. On a eu aussi d'autres événements, je pense à Bruxelles par exemple, qui montrent que ça n'est pas si facile. Et ma question est finalement un peu en rebond des propos qui ont pu être tenus au Conseil sur ces attentats-là, dont j'ai vu qu'ils avaient été condamnés et que le Conseil a porté son soutien évidemment aux pays touchés. C'est, même si sans doute vous ne l'avez pas abordé comme ça, puisque nous n'étions que les 26 et 27 octobre, qu'est-ce que vous pensez de la manière dont l'Europe regarde la recrudescence des actes antisémites dans notre pays, en Allemagne, un peu partout, qui eux aussi finalement sont une forme d'importation de ce conflit au Proche-Orient. Merci et pardon d'avance pour cette question que je sais difficile mais qui me semble important de poser. Brigitte Deveza. Madame la Présidente, Madame la Ministre, je vais un petit peu dans la continuité de ce que vient de dire ma collègue. Donc, suite aux attaques du 7 octobre, évidemment en Israël, et à l'exportation du conflit dans nos démocraties, il est important de savoir si la régulation des plateformes par le Digital Services Act atteint un niveau de performance et d'efficacité suffisant. On sait que les moyens financiers et humains sont-ils suffisants dans la lutte contre l'apologie du terrorisme et surtout la censure des propos haineux sur les plateformes et les réseaux sociaux. L'arsenal juridique, question, doit-il être renforcé? Et sur ces derniers 30 jours, 7 octobre, 7 novembre, quel bilan, Madame la Ministre, pour la protection de nos démocraties et des valeurs européennes dans cette guerre de la communication? Je vous remercie. Merci beaucoup pour ces questions. Merci aussi de m'avoir promu le ministre et puis la présidente. Je suis infiniment reconnaissante de ce bel avenir que vous tracez. Plus sérieusement, je vais vous répondre, Monsieur Fernic et Madame Lincoln, dans la même réponse, parce qu'en fait, elles se regroupent vraiment, si cela vous va. Il y a une parfaite, alors on peut l'appeler convergence de vues ou un parfait accord, en tous les cas sur les 3 piliers. Je crois qu'il y a vraiment 3 piliers sur lesquels tous les Européens s'entendent. Et ces 3 piliers, comme vous le savez, sont la sécurité et la lutte contre le terrorisme. Et donc ça, c'est également le droit d'Israël à se défendre dans le respect du droit humanitaire international. Le deuxième pilier, c'est la protection des populations civiles et la question de l'aide humanitaire. Et donc le mot que nous avons prononcé, vraiment, c'est nous voulons une trêve humanitaire et qui à terme pourra mener à un cessez-le-feu, mais en tous les cas trêve humanitaire et avec le Conseil est d'accord. Et sur le troisième pilier, qui est la reprise d'un processus politique. Et ça, je pense que c'est vraiment le cœur de ce qu'ils ont dit. Effectivement, aux Nations Unies, vous avez vu que les votes n'étaient pas tous les mêmes. On peut l'expliquer parce qu'une absence de mots compte parfois autant qu'une présence de mots, et là, il manquait des mots pour certains. Profondément, ça reflète aussi l'histoire et d'où l'on vient. Si vous regardez les groupes de vote, ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale et après explique en grande partie ce différentiel des votes. Mais l'important, c'est, je crois, que nous continuions 2 choses. D'abord, à en parler au Conseil et entre les conseils et au G7 pour avoir cet accord sur les fondamentaux qui sont ceux que je viens de décrire. Mais vous soulevez, il me semble, à moyen terme, la question de la réforme de l'Union européenne et de ce qu'on peut faire effectivement en matière d'affaires étrangères. Puisqu'aujourd'hui, on a un Conseil affaires étrangères qui sert à se coordonner, on a une boussole stratégique et nous n'avons pas encore opérationnalisé cette boussole stratégique. Quand nous élargirons l'Union européenne, en parallèle, il y aura la réforme de l'Union européenne et de ses politiques. Et je pense que l'opérationnalisation de la boussole stratégique et de ce que nous voulons faire ensemble, et pas que coordonner, en matière d'affaires étrangères, est un point important de la prochaine mandature de l'Union, de la Commission et du Parlement.
Et j'en profite pour vous dire que si vous avez des suggestions et des choses que vous voulez qu'on porte, je suis à votre disposition pour en discuter. Deux petits autres points pour répondre à ces questions. Je rappelle que Ursula von der Leyen a parlé en son nom propre. Elle n'a pas de fonction en la matière et ça a été parfaitement rappelé par tout le monde. Quant au commissaire Varhelyi, effectivement, il y a une correction ensuite. Il y a deux choses. Un, nous avons augmenté l'aide humanitaire en direction des civils de Gaza au niveau européen comme au niveau français. Et deux, nous nous assurons, et il y a un processus de vérification assez complexe pour s'assurer que l'aide humanitaire arrive là où elle doit arriver. En matière d'antisémitisme, il y a une stratégie de l'Union européenne qui date de 2021. Il y a eu d'ailleurs un communiqué que vous avez vu ce week-end de la part de la Commission, mais qui ne mentionne pas cette stratégie de lutte contre l'antisémitisme. Nous sommes en train de mettre la pression, d'abord diplomatique, sur la Commission pour savoir où nous en sommes, puisque un des points de cette stratégie est de recenser pour chaque pays les actes antisémites, et à ce stade, et au meilleur de ma connaissance à ce stade, puisque nous sommes dessus, 13 pays ne le font pas. Or, il faut commencer par nommer et recenser un mal pour en connaître l'ampleur et ensuite s'y attaquer. Donc vous pouvez compter sur nous pour suivre, et je suis à nouveau à votre disposition pour en reparler. Voilà. Madame la sénatrice, et merci de votre mot d'ailleurs au début. Madame la sénatrice Devésia, alors vous posez une question compliquée à laquelle je vais répondre de façon assez factuelle. Je pense que nous avons, depuis la présidence française de l'Union européenne et avec le DSA-DMA, un arsenal qui est assez complet pour s'attaquer effectivement au discours de haine en ligne et sur les réseaux sociaux et les incitations à des actes terribles. Avant de parler de renforcer l'arsenal, nous sommes en fait dans la phase de mise en œuvre de ce qui existe. Et je vais vous citer un exemple. Chaque pays doit nommer un coordinateur pour recenser et pour s'attaquer aux plateformes. Or, tous les pays n'ont pas encore nommé leur coordinateur. Nous avons, je crois, 2 mois sous le contrôle de mes voisins, 2 mois pour faire cela. Et donc, je pense qu'on pourra voir s'il faut renforcer à l'issue de ces 2 mois. Et dans l'intervalle, évidemment, la Commission et le commissaire Thierry Breton, de même que nous, sommes extrêmement vigilants et parlons aux plateformes pour ne pas faire de ces 2 mois un vacuum. Je vous remercie. Alors, Cyril Pellevat, et se prépare Florence Blatrix-Contat. Madame la ministre, lors du Conseil européen, il a été évoqué la volonté de parvenir à une autonomie stratégique tout en préservant une économie ouverte et respectueuse des principes de libre concurrence. Le Conseil européen a insisté sur la nécessité d'accélérer les travaux tels que la réduction aux principales dépendances critiques et la diversification des chaînes d'approvisionnement au moyen de partenaires stratégiques. Les partenariats avec des pays tiers pour la fourniture de ressources stratégiques présentent en effet un double enjeu diplomatique et économique. Diplomatique dans un premier temps, car la dépendance de l'UE à un pays tiers peut affaiblir sa politique étrangère. Et économique d'autre part, car les différentes politiques avec nos partenaires ont des répercussions directes sur l'économie européenne. Comme nous l'avons vu lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, bien que la rupture des relations commerciales concernant le gaz ait été effectuée, ces décisions furent beaucoup plus difficiles à prendre pour les pays européens fortement dépendants du gaz russe. Les conséquences économiques de l'embargo sur le gaz russe, jusqu'ici la principale source d'approvisionnement de l'UE, ont été massives. Pour pallier la rupture des relations énergétiques avec la Russie, l'UE s'est tournée vers d'autres partenaires comme l'Azerbaïdjan pour se fournir en gaz. Encore une fois, les relations énergétiques et notre dépendance envers l'Azerbaïdjan ont fortement limité la réponse diplomatique de l'Union lors de l'offensive de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie en septembre dernier. Il apparaît donc nécessaire que soient mises en place des mesures de sélection de nos partenaires stratégiques afin d'éviter toute aliénation et contre-coup économique dû à un partenariat mal choisi. Aussi, je souhaiterais savoir si le Conseil européen envisage des mesures qui pourraient être mises en place lors du processus de sélection de partenaires économiques étrangers afin de s'assurer de leur fiabilité. Merci. Florence et André Reichard se préparent. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, j'aurais 2 questions. La première qui n'est pas strictement en lien avec le Conseil européen, mais qui est quand même un lien indirect parce qu'il s'agit de notre souveraineté économique et même plus précisément de notre souveraineté numérique. AWS a annoncé une nouvelle offre de cloud souverain dédiée à ses clients européens. Elle promet une séparation physique de ses autres régions. La BSI allemande a adoubé cette offre et
il existe une crainte que les Allemands exercent une pression contre la France, dirigée contre la certification française qui est la plus aboutie au niveau européen. C'est notre certification SecNumCloud. On avait déjà eu des divergences, et en fait, je crois que c'est des divergences de fond avec l'Allemagne sur ce qu'est un cloud souverain en réalité, et ça avait quand même pénalisé le projet Gaia-X, parce que je crois qu'on n'avait pas la même vision de ce qu'est un cloud souverain. Donc, face à cette annonce récente par Amazon Web Services de son cloud européen, qui suscite toujours des inquiétudes quant à l'extraterritorialité, avec les lois américaines FISA et Cloud Act, comment le gouvernement prévoit-il de réagir à la position unilatérale de l'Allemagne, qui cherche à prendre l'initiative dans ce domaine? Et donc, comment est-ce que vous envisagez de préserver la souveraineté numérique française, et notamment la certification SecNumCloud? Ma seconde question portait sur le cadre financier pluriannuel. Donc, les 27 ont réaffirmé leur opposition finalement à la rallonge de 66 milliards. Et nous pouvons craindre dès lors, nous avons entendu les déclarations de la directrice générale du budget au sujet de potentiels redéploiements qui pourraient conduire à des réductions budgétaires drastiques pouvant atteindre 30% dans des domaines cruciaux tels qu'Horizon Europe, Erasmus et Digital Europe. Donc, quelle est la position du gouvernement sur ces éventuels redéploiements qui pourraient vraiment pénaliser des politiques européennes importantes? Je vous remercie. André ? Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, d'abord une observation. À mon tour, je voudrais féliciter pour l'action contentieuse engagée par la France concernant le plurilinguisme indispensable, ou l'absence de plurilinguisme qui pourtant est indispensable dans cette Union européenne. Moi, je voudrais juste vous indiquer que, comme ça a été dit tout à l'heure, pour avoir fait un déplacement en Moldavie, réunion d'une journée organisée par le gouvernement moldave, afin de présenter aux différentes délégations des parlements européens les progrès qui ont été réalisés par ce pays depuis l'accession au statut de candidat à l'entrée à l'Union européenne. J'ai été vraiment estomaqué, très clairement, par le fait que la seule langue qui était la langue de travail utilisée pour cette rencontre, c'était l'anglais. Et tout le monde tout le monde a accepté cela, quoi. Tout le monde a accepté cela. Je répète, on est quand même dans un pays qui souhaite accéder à l'Union européenne. C'est vraiment pour moi un mauvais signe donné à la fois par le pays, mais aussi par les délégations qui n'ont rien dit, quoi, qui n'ont rien dit à cet égard. Les seuls qui ont contrevenu à la règle, ce sont les Italiens. Ils ont parlé italien et ils sont venus simplement avec 2 interprètes italiens eux-mêmes, voilà, qui ont fait l'effort d'interprétariat. Pour moi, ça, excusez-moi d'être aussi direct, ça tient pas la route, quoi. Ça tient vraiment pas la route. Moi, j'aurais été candidat, je faisais l'effort, quoi. Bien. D'autant plus que l'Union européenne, vous le savez bien, d'ores et déjà, met un peu d'argent sur la table quand même, hein, pour aider ces gens. Donc ça, c'était juste une observation. Des questions. Merci d'abord, Madame la Ministre, pour ce compte-rendu. Ça ne va pas vous étonner, ma première question va porter vraiment sur le pacte asile-migration. Vous avez été assez, comment je vais dire, assez bref, voilà, assez bref sur ce compte-rendu. Voilà, les résultats pour vous sont plutôt conformes. Moi, avant ce conseil, lorsqu'on avait eu l'occasion de vous interroger en séance, je vous avais laissé entendre je vous avais interrogé sur, je crois me souvenir des termes utilisés. Est-ce que vous croyez vraiment, voilà, que on va pouvoir aboutir à un consensus? Donc, vous avez été un peu bref sur ça. Moi, j'aimerais savoir vraiment quels sont les résultats véritables. Est-ce qu'il y a, à votre avis, véritablement un consensus, ou est-ce que c'est un consensus de façade pour 36 000 raisons que vous pouvez connaître comme moi, venant notamment des pays, entre guillemets,
de seconde ligne, enfin de relocalisation éventuelle ou potentielle. Voilà. Est-ce qu'il y a vraiment un accord? Est-ce que ça va vraiment avancer? Est-ce que c'est pas juste pour préparer les élections européennes prochaines qu'on s'efforce de mettre en place quelque chose? Vous avez compris, c'est très important parce que, comme vous le disiez, l'Union européenne a une compétence très forte sur la maîtrise de ses frontières extérieures. Voilà. Et nous, mes chers collègues, on peut s'époumoner 107 ans sur un discours franco-français ces jours-ci, si à l'extérieur il n'y a pas des frontières qui sont aussi étanches que possible et qu'on laisse rentrer ceux qui méritent véritablement le statut de pays demandeurs d'asile, vont continuer à rentrer comme ça. Donc voilà, où est-ce qu'on en est vraiment? Voilà. Ça, c'était ma première question. Est-ce que vous pouvez aussi vous exprimer un peu sur le Sahel? En d'autres termes, vous disiez que des actions concrètes étaient à l'étude. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus? Parce que là aussi, le fait qu'on n'en parle plus du Sahel, moi, m'inquiète beaucoup. Parce que l'entreprise de démolition de l'Afrique de l'Ouest, je le dis en qualité de président du groupe d'amitié France-Afrique de l'Ouest, l'entreprise de démolition continue. Vous savez, c'est comme pendant les travaux, la vente continue. Voilà. Là-bas, ça continue. Et tous les signes que nous recevons à longueur de temps montrent que c'est pas parce qu'on a quitté le Mali, respectivement maintenant le Niger, que pour autant ça s'arrange. Pas du tout. Voilà. Est-ce que l'Union européenne se sent vraiment concernée ou non? Enfin, c'est quand même important, ça. Voilà. Troisième, et j'en aurais presque terminé, vous avez parlé du conflit Arménie-Azerbaïdjan. Ce sont deux pays qui sont en partenariat oriental avec l'Union européenne. En partenariat oriental. Avec l'Arménie, quelque chose a été conclu. Avec l'Azerbaïdjan, non. Bien. Mais quand même, le partenariat oriental, c'est un sas, enfin, c'est comme ça qu'on le voit. On le voit bien avec d'autres pays. Le partenariat oriental a servi de préparation, clairement, a servi de préparation pour une entrée, pour déposer un dossier de candidat à l'entrée de l'Union européenne. Bon, et on met de l'argent sur la table dans le partenariat oriental. Est-ce que cette Union européenne ne peut pas utiliser un effet à cet égard, un effet, excusez-moi, à part les gesticulations de hautes personnalités, et par charité chrétienne, je ne les citerai pas, de l'Union européenne, à part ça, on ne voit pas grand-chose bien. Donc, est-ce qu'il n'y a pas lieu, là, et est-ce qu'on en a parlé, de dire, mais attendez, ça ne va pas du tout, notamment avec l'Azerbaïdjan, est-ce que clairement, alors je sais bien qu'ils nous en veulent particulièrement maintenant, mais est-ce qu'on ne peut pas utiliser le levier partenariat oriental avec ces deux pays pour essayer d'obtenir des avancées concrètes? Et enfin, et c'est vraiment complètement terminé, je sors du Conseil, puisque le président tout à l'heure vous a aussi interrogé là-dessus, en matière d'élargissement. Ce jour, voilà. Ce jour, la Commission prend un rapport sur la suite à donner en la matière. Est-ce que vous êtes informé de ce qui... Enfin, encore que, bien sûr, on a des échos. Est-ce que vous êtes informé plus précisément de l'avancée des avancées données à la fois aux candidats qui ont été retenus à cet égard et du sort derrière de la Géorgie qui est restée devant la porte mais qui n'en pense pas moins. Je vous remercie. Je vais juste donner la parole à Claude Kern puisque sa question elle est dans le même sens sur la question de l'élargissement et du rapport de la Commission. Oui, donc je vais aller, Madame la Ministre, dans le même sens qu'André Reichart sur l'élargissement puisque j'ai eu le rapport que la Commission a présenté ce matin, qui concerne notamment l'élargissement envers la Géorgie. Pour la Géorgie, la candidature de la Géorgie. Donc là aussi, le rapport est en anglais, André. Hein. Je suis désolé. Mais la Géorgie, comme on le découvre à travers ce rapport, essaye d'être en conformité avec, de se mettre en conformité avec les 12 priorités qui lui avaient été fixées en juin 2022.
de nombreux progrès sont notés et plus de la moitié des 12 priorités aujourd'hui la Géorgie est en conformité, notamment avec la réforme de l'administration publique, le combat contre la corruption, le combat contre le crime organisé, les droits fondamentaux, les libertés d'expression et les libertés de la presse, l'égalité des genres, la protection de la femme, etc. Il reste néanmoins une question très sensible qui a été vaguement évoquée dans ce rapport, mais qui, je pense, est essentielle, c'est la réforme globale du système judiciaire, puisqu'il reste beaucoup de failles. En tant que rapporteur pour la commission de suivi du Conseil de l'Europe sur la Géorgie, j'ai noté de nombreuses failles dans ceci, et d'ailleurs la commission de Venise, après notre rapport, a émis exactement les mêmes réserves que nous en ce qui concerne le système judiciaire. Et puis j'irai plus loin, puisque dans le cadre de l'élargissement, il y a des questions qui restent ouvertes, notamment la question des Balkans, avec la poudrière que représente aujourd'hui le Kosovo. Enfin, ce n'est pas le Kosovo qui représente la poudrière, mais plutôt la Serbie. Alors, je voulais voir comment se positionne également la France sur ces deux sujets. Vous avez combien de temps? D'accord. Merci beaucoup. Alors, sur l'autonomie stratégique, monsieur le sénateur, et les principes de libre concurrence, plusieurs choses ici. La première, comme je venais de le dire, c'est effectivement d'assurer la compétitivité de notre économie qui représente 440 millions de citoyens. Et pour assurer cette compétitivité et son autonomie, et effectivement, nous ne pouvons pas vivre en autarcie, comme vous l'avez souligné. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons commencé à faire des accords commerciaux stratégiques, par exemple, si vous regardez, entre l'Union européenne et le Chili, qui nous a permis d'avoir accès à beaucoup de lithium, qui est effectivement nécessaire pour la transition énergétique. Vous avez raison que la dépendance de chaque pays de l'Union européenne au gaz, qu'il soit russe ou azerbaïdjanais, varie d'un pays à l'autre. En revanche, je crois qu'on ne peut être que saluer les efforts de tout le monde pour avoir réussi à réduire la dépendance au gaz russe dans son ensemble de 50% cette année. Et il y a effectivement un processus qui existe pour que les pays discutent entre eux de leur dépendance, pour qu'on arrive à les identifier et à voir où elles sont trop cumulées. Mais c'est aussi l'objet du rapport que la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a demandé à l'ancien président du Conseil italien, Mario Draghi, de regarder effectivement comment on pouvait rendre l'Union européenne plus compétitive, quelles étaient les dépendances critiques, comment on pouvait se détacher de ces dépendances critiques et comment est-ce qu'il fallait diversifier ces inputs. Par exemple, si on regarde ce qui vient de Chine en matière d'iPhone, en quoi on est dépendant de la Chine, à quelle hauteur, sur quel objet précisément. Donc c'est effectivement un travail en cours qui ne sera pas, lui, fini, je pense, à l'été, puisque d'abord, vous savez que le Parlement s'arrêtera avant l'été. Ensuite, le rapport je viens de vous faire part de Mario Draghi est prévu pour juin et devra servir pour la prochaine commission. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Sur le cloud, Madame la sénatrice, alors plusieurs choses. D'abord, soyez assurés que pour nous, le plus important, c'est que les données européennes soient dans un cloud qui est localisé en Europe, et que le transfert de données avec les États-Unis, je crois que nous avions eu l'occasion d'en parler ici, est encadré. Nous en avons même parlé, il me semble, c'était votre question, lors du débat, avant le Conseil européen.
il y a au moins deux choses importantes pour nous. D'abord, assurer la compétitivité du marché européen des données et ensuite protéger la souveraineté de l'Union européenne et notamment lorsqu'il s'agit des données des citoyens. Donc ce que nous voulons, nous, c'est faire émerger un service européen en la matière et à ce stade, aucune offre n'a été certifiée par l'ANSSI, SecNumCloud, ce qui veut dire que l'exigence française en la matière est préservée et que nous allons être très vigilant sur ce point. J'en ai parlé de nombreuses fois à Jean-Noël Barrot. En fait, je lui en parle à chaque fois que je vais à la commission. Et plus récemment, pour le sujet que vous évoquez. Chaque pays a aujourd'hui son cloud. Notre objectif à nous, c'est qu'on fasse converger, cette fois je pense que ça sera important, vers la notion de cloud souverain français, qui je crois est la plus protectrice de toutes celles qu'on a. Donc nous allons être vigilants et je peux continuer de vous rapporter au fur et à mesure des avancées sur ce sujet. Je voulais juste ajouter quelque chose là-dessus. D'abord, nous discutons tout le temps avec l'Allemagne de ce sujet. Le numérique et l'intelligence artificielle étaient au programme de Hambourg. Il a été discuté la semaine dernière lors du premier sommet britannique. Je pense que c'est l'occasion de rappeler qu'en matière de développement numérique et de cloud, la France se situe en tête des pays de l'Union européenne et donc bien évidemment devant l'Allemagne. Voilà. Pour le cadre financier pluriannuel. Je crois qu'il y a vraiment deux principes. Le premier, c'est qu'il y a des fonds qui n'ont pas été utilisés, notamment tout ce qui est dédié à la migration. D'une part. D'autre part, la hausse demandée par la Commission n'était qu'imparfaitement documentée, ce qui n'est pas normal. Et troisièmement, nous pensons qu'à l'heure où les fonctionnaires nationaux sont soumis quand même à une certaine forme ont des hausses de salaire qui sont un peu restreintes, vu la situation actuelle. Il est difficilement acceptable pour les pays, et là les 27 sont unanimes, de en fait permettre à la Commission d'augmenter beaucoup plus ces employés qui ont déjà généralement un niveau de rémunération plus élevé que les fonctionnaires nationaux. Donc ce que nous leur demandons, nous, et comme l'ensemble des pays, c'est de regarder ce qui peut être utilisé, qui n'a pas été utilisé, et redéployer quand c'est nécessaire, si ça peut l'être. Mais bien évidemment, il y a des programmes prioritaires. Donc j'ai mentionné l'Ukraine tout à l'heure, la migration est également un programme prioritaire pour nous. Et Erasmus fait partie des priorités, Horizon fait partie des priorités, et de la même façon que le numérique fait partie des priorités. Je crois que plus on va devoir être sélectif, plus il faudra être stratégique. Et ça, les trois programmes que vous avez cités sont parmi les plus stratégiques pour l'Europe, notamment lorsqu'on parle de souveraineté et d'autonomie stratégique. Donc on est en train, nous, de regarder, de faire nos propositions de redéploiement comme d'autres pays européens ont déjà commencé à le faire. Monsieur le sénateur, je partage sur la langue à nouveau. Vraiment, c'est quelque chose qui nous occupe depuis qu'il y a eu une publication de poste qui permettait d'utiliser seulement deux langues, ce qui évidemment veut dire que vous parlez votre langue maternelle. Et il y a de grandes chances que ce soit l'anglais, ce qui n'était absolument pas acceptable. Donc nous avons eu des discussions à la fois informelles, puis formelles, puis une lettre, et puis nous allons continuer d'escalader. Je crois que nous sommes assez soutenus par l'ensemble des pays européens. Vous avez, par exemple, mon collègue irlandais s'exprime parfois en gaélique, et je trouve ça assez ironique à l'heure où les Espagnols demandent de faire un effort pour ce qui concerne leur langue régionale, ce qui n'est pas dans les traités pour le coup, qu'on ne fasse pas déjà le multilinguisme qui fait partie des traités. Donc nous sommes parfaitement alignés sur ce sujet. Le pacte asile et migration. Pour des raisons de fond et pour des raisons politiques, je pense que nous y aboutirons avant la fin de l'année et en tous les cas, nous allons tout faire pour aboutir avant la fin de la mandature. C'est extrêmement important pour montrer que l'Europe est effectivement efficace et agit pour la protection des frontières extérieures. Il y a un large consensus au Conseil. Tous les pays savent bien que ça part par là. Regardez Madame Meloni qui pendant 6 mois nous a expliqué qu'elle fera un blocus naval et qui finalement est venue chercher Ursula von der Leyen et l'ensemble des pays européens
européen pour aller faire pression sur d'autres, pour aller discuter, et négocier avec d'autres pays qui sont soit des pays de transit, soit des pays d'origine. Donc j'allais dire, quelle que soit la couleur politique, le consensus est là que la protection des frontières de l'Union européenne passe par l'Union européenne. S'il reste un pays il restait 2 pays qui faisaient un peu de blocage, dans un des pays, la majorité va changer, et dans l'autre, vous savez qu'ils ont par ailleurs d'autres sujets avec la Commission sur lesquels, évidemment, ils essayent de discuter. Mais je crois que le signal envoyé par le changement de stratégie de l'Italie est quand même un signal très fort, ou doit être un signal très fort à l'ensemble du spectre politique. Le Parlement européen lui-même a tout intérêt à arriver à un accord avec le Conseil. Il n'y aurait aucun sens, et je pense que 7 mois avant les échéances européennes, si le Parlement européen n'arrivait pas à conclure avec le Conseil sur un accord, ça serait un signal de faiblesse assez terrible. Donc pour ça, c'est pour les raisons politiques, et sur les raisons de fond. On a fait une véritable avancée avec ce pacte. Et si je prends les choses de façon très concrète, avant le pacte, les migrants arrivent par le pays de première entrée et, puisqu'on ne connaît pas leur statut, doivent se faire enregistrer dans ces pays et normalement leur demande traitée dans ces pays. Donc bien évidemment, quand on est un pays avec des côtes méditerranéennes qui font l'ensemble du pays, on est un pays de première entrée qui voit arriver un nombre beaucoup plus important de demandeurs que dans n'importe quel autre pays de l'Union. Si vous avez tous à les traiter et que personne n'est solidaire avec vous, grande est la tentation de ne pas traiter tout le monde. Et donc, on ne maîtrise pas complètement. Maintenant que nous offrons la solidarité que vous connaissez, qui est que chacun va prendre sur son sol la demande de traitement, va aider avec les tests sanitaires, les tests sécuritaires, on va pouvoir aller plus vite aux frontières également. Les pays en question ont bien évidemment intérêt à enregistrer les demandes, contrairement à ce qui existait avant. Donc ça, c'est un symbole d'efficacité très pratique et c'est bien pour ça qu'on a l'ensemble des pays qui est d'accord pour procéder ainsi. Donc sur le fond, je pense qu'effectivement, la maîtrise des flux migratoires va être énormément augmentée par ce pacte asile et migration. Et c'est pour ça que ce serait incompréhensible qu'on n'arrive pas à un accord. J'espère que je vous ai donné assez ou plus de détails sur le sujet. Alors, vous avez ensuite, ce sont plus des questions internationales. Sur l'Arménie, Azerbaïdjan, pardon, j'ai du mal à relire mes notes. Je vais faire l'élargissement pour juste demander qu'on clarifie la question ici à côté de moi. Avant l'élargissement, le Sahel, effectivement. Donc, sur notre insistance, le Conseil européen l'a mis à l'ordre du jour. C'était une demande de la France, je crois qu'on peut le dire, et qui y tenait. Évidemment, l'ensemble des pays suit et a conscience de l'importance de cette région, ne serait-ce que pour la stabilité à la fois sur le continent et chez nous. Le président est en général celui qui est le plus leader sur le sujet, qui tient le langage de fermeté qu'il faut. Et en résultat de cette discussion, le haut représentant a été mandaté pour pouvoir travailler sur une position commune et enfin se mettre à agir. Sur le partenariat oriental, c'était ça que je n'arrivais pas à relire dans mes notes, et l'Arménie, Azerbaïdjan. Le sujet aujourd'hui, si on regarde les choses un peu froidement, c'est que malgré les multiples réunions entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan a décidé de manquer à sa parole et de pousser tous 100 000 personnes, si mes souvenirs sont bons, puisque 25 000 étaient déjà partis, hors de la région dans laquelle ils habitaient. Donc c'est un manquement, c'était un acte d'agression sur la souveraineté et la protection territoriale. On peut d'ailleurs supposer que ça a peut-être à voir avec le fait qu'il n'y avait pas de représentant d'Azerbaïdjan à la communauté politique européenne qui a eu lieu, comme vous savez, début octobre. De nombreuses discussions ont eu lieu. Ce que la France fait, et elle prend à nouveau le leadership en la matière, c'est de demander qu'on soit
qu'on fasse plus de pression sur l'Azerbaïdjan au cas où il ne s'arrêterait pas là. Et nous demandons de préparer des sanctions. Et nous demandons de préparer du soutien militaire également. Et tout ça va être discuté au Conseil des Affaires étrangères la semaine prochaine. Sur l'élargissement. Je vais vous dire quelque chose de général avant d'être plus particulier. Je pense que ce qui est important sur l'élargissement, c'est de se poser la question, est-ce qu'on veut que les pays des Balkans, l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie soient avec nous, du côté des pays démocratiques, avec le respect de l'état de droit, des valeurs communes, humanitaires, sur la protection des minorités, sur vraiment anticorruption, l'impartialité, l'indépendance de la justice, l'indépendance et la pluralité des médias, enfin tout ce qui nous rassemble, ou est-ce qu'on veut les laisser dériver vers la Russie et la Chine? Et la réponse politique pour nous, il me semble, et qui est de notre intérêt sécuritaire, c'est que ces pays soient avec nous et que nous n'ayons pas à nos frontières des pays qui risquent d'être déstabilisés à tout moment par de l'ingérence russe ou chinoise, si on se dit les choses. Donc, bien évidemment, il faut travailler à pouvoir à les aider sur le processus, le chemin d'adhésion à l'Union européenne. Et maintenant, évidemment, pas à n'importe quel prix. L'idée, c'est qu'ils adoptent nos institutions qui garantissent un état de droit. Et c'est exactement ce que nous allons faire, et c'est pour ça que nous avons demandé ce processus d'intégration graduelle qui est vous faites des efforts et des progrès sur l'état de droit et nous vous aidons financièrement et administrativement à avancer plus vite. En revanche, vous régressez, et ben vous allez aussi régresser sur le chemin d'adhésion. Donc il faut qu'on soit suffisamment incitatif et qu'on fasse suffisamment rêver pour les ancrer dans les systèmes démocratiques, et c'est bien tout l'objet de ce paquet élargissement. Maintenant, si on regarde avec un peu plus de précision, effectivement, la résolution des conflits doit être une condition. Quand on pense à la Serbie et le Kosovo, et ça sera dans l'élargissement. Et franchement, ils ont les moyens de résoudre ce conflit. Ils les ont. C'est vraiment entre leurs mains. Et ils sont aidés de toutes parts pour le faire. La deuxième chose, c'est que s'il y a un recul sur l'état de droit, eh bien nous en prendrons acte. Et vous savez que toutes les conditions pour que les pays, pour qu'on ouvre ce statut d'adhésion à la négociation de façon plus automatique, sont liées à l'état de droit. Et en ce qui concerne la Géorgie plus particulièrement, ils ont rempli 3 priorités sur 12. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur dire que, évidemment, on va leur donner le statut de candidat dès qu'ils auront rempli les 9 autres conditions. Si vous vous rappelez, c'est un peu ce qu'on a fait pour l'Albanie et la Macédoine du Nord, c'est de dire qu'on ouvrait automatiquement dès lors que les conditions étaient remplies, qu'on n'avait pas besoin de refaire un processus, un examen, etc. Donc on lance le signal politique et en même temps on reste très très fort sur l'état de droit. J'espère que j'ai oublié aucune de vos questions. Merci. Merci. Oui. Oui, allez-y. Merci, Madame la Ministre. Je souhaitais... Comment ? Je souhaitais rebondir sur le sujet des négociations autour du cadre financier pluriannuel. Un certain nombre de priorités ont été évoquées lors du dernier Conseil européen. Vous en avez donné aussi aujourd'hui quelques-unes en termes de priorités françaises. Pour l'instant, on a peu entendu parler du Green Deal ou du pacte vert en français. Sur les priorités données, ça s'appliquait plutôt à la gestion de la crise climatique plutôt que de la prévention de cette crise. Le président de la République a envoyé un signal assez négatif il y a quelques mois en parlant de pause dans la réglementation européenne en matière environnementale. Alors, quelles sont les priorités de la France dans le cadre financier pluriannuel en matière de lutte contre le changement climatique et de la perte de la biodiversité ? Merci beaucoup. Alors, en ce qui concerne la lutte contre le changement climatique, je crois que je sais que ça peut vous surprendre, mais nous avons
avec l'Europe la région la plus écologique au monde et la plus avancée en matière de transition écologique. Je vous mets au défi de trouver une région dans le monde qui fait autant pour le climat et pour la biodiversité. Et j'oserais être audacieuse en disant que c'est le président de la République qui est le plus audacieux et ambitieux de tous les leaders au Conseil européen. C'est assez factuel, il suffit de regarder le Conseil et ses éléments. Et nous serons probablement le premier pays à être le plus décarboné. Je vous rappelle que l'Allemagne, qui dans sa coalition a également des Verts, est loin derrière nous en matière de décarbonation et de transition écologique. En ce qui concerne la pause réglementaire, l'idée n'était pas du tout de s'arrêter dans la démarche de transition énergétique et de biodiversité, mais bien plutôt de regarder tout ce qui avait été fait, d'en jauger l'impact et, s'il le faut, d'ajuster dans un sens ou dans un autre en fonction des résultats qu'on attend de ces politiques. Parce que être très ambitieux et afficher des cibles, tout le monde peut le faire. C'est facile de parler. En revanche, le faire, c'est beaucoup plus difficile. Donc, la prochaine étape, moi, je pense que ce sera les interconnexions énergétiques, notamment, pour pouvoir optimiser et la production et la consommation d'énergie. Et ça sera probablement dans le mandat de la Banque européenne d'investissement et de son ou sa prochaine présidente. Et puis, la même chose sur les autres volets écologiques, qui est de la mise en œuvre, de l'opérationnel et effectivement d'ajuster les normes là où il le faudra. Et comme vous savez, le commissaire Marko Sefcovic est en train de faire un tour des capitales européennes pour discuter avec à la fois les entreprises et la société civile pour voir comment on peut ajuster ce qui a été fait de façon à ce que et les entreprises et la société civile puissent effectivement mettre les choses en œuvre de la façon la plus efficace et la moins coûteuse pour elles possible. Merci. Voilà, donc 1, 2, 3, pas d'autres questions. Merci beaucoup, Madame la Ministre. On se revoit donc